Je te souhaite la bienvenue sur le podcast des petits papillons, la maternité dans tous ses états. Parce que la maternité n'est pas toujours un long fleuve tranquille, parce que nos sociétés dépeignent une image souvent idyllique du devenir mère, et même si on commence doucement à parler de la maternité avec plus de réalisme, certains tabous ont encore la peau dure. Alors je donne la parole à toutes les mères qui souffrent, pour la plupart en silence, et qui ne se sentent pas reconnues dans leur douleur ou dans leur chagrin. Et au fil de mes rencontres, avec toutes ces femmes aux histoires différentes, mais aux souffrances bien communes, il ressort un élément que l'on ne peut pas ignorer, cette solitude dans la souffrance. Je suis Marie et je suis assistante sociale. Et depuis quelques années, je me consacre à l'accompagnement maternel. J'ai créé les Petits Papillons, un service d'accompagnement en ligne pour offrir à ces femmes en souffrance un espace de parole, pour rompre avec la solitude et la culpabilité. Je les aide à accepter ce qu'elles ont vécu, à faire de cette épreuve une force. Je les aide à comprendre ce qu'est la résilience pour y avoir accès. Et si j'ai décidé de me consacrer exclusivement à l'accompagnement maternel, c'est parce que la maternité a une place importante dans ma vie. Que ce soit dans mes rencontres professionnelles, en accompagnant des mères en difficulté éducative, mais aussi par mon expérience personnelle de la maternité. J'ai vécu la grande prématurité de mes jumeaux et le deuil périnatal quelques années plus tard. Alors si tu ne me connais pas, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur Instagram et TikTok sous le nom des Petits Papillons. Dans l'épisode du jour, je t'emmène à la rencontre d'Aurélie, qui va partager son histoire avec toi. Et l'histoire d'Aurélie se fera en 2 parties. Dans cette première partie, elle va te raconter son désir de fonder une famille et d'avoir des enfants. Alors les raisons qui conduisent les personnes à vouloir fonder une famille sont multiples. C'est perpétuer la lignée, transmettre des traditions familiales. C'est offrir une stabilité, une sécurité, notamment quand on traverse des moments difficiles. C'est créer une expérience positive, un environnement agréable. Mais quand on vit plusieurs grossesses, on se rend vite compte que chaque grossesse est unique, qu'aucune ne ressemble à l'autre et que les expériences vécues pendant une grossesse ne seront pas vécues au cours des grossesses suivantes. Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible de prévoir à l'avance comment ça va se passer. Et oui, chaque grossesse est unique et peut varier considérablement en termes de durée, de symptômes, de complications et même d'émotions ressenties. Ce qui est sûr, c'est que des angoisses peuvent apparaître suite à une expérience passée ou au contraire, elles peuvent s'évanouir quand on s'aperçoit que tout est si différent de l'expérience précédente. Et Aurélie en a fait l'expérience, en vivant des grossesses toutes différentes les unes des autres. Alors dans cette première partie, elle va t'emmener dans son monde merveilleux, mais parfois tourmenté, de sa maternité. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans, je suis belge, j'ai 6 enfants. Le plus grand, c'est Lucas qui a 16 ans. Puis j'ai eu Maëlle qui a 14 ans, Léa 12 ans, Théo qui va avoir 7 ans, Thiago qui a 3 ans et la petite Malia qui vient d'avoir 6 mois. Je suis mariée depuis 20 ans cette année. Cela va faire 23 ans cette année qu'on est ensemble. Une grande histoire d'amour, mon premier amour. Et donc ensemble, quand je l'ai vu, j'ai su que ça allait être lui le père de mes enfants. J'ai toujours rêvé, quand j'étais enfant, d'avoir des enfants. Moi-même, je jouais à la poupée, tout ça. Donc pour moi, c'était clair et net que dans ma vie, j'aurais des enfants. Donc, et là, c'était l'homme de ma vie. Donc, on s'est mariés jeunes et on a voulu avoir des enfants jeunes. J'ai 38 ans, mon plus grand a 16 ans. Donc voilà, j'ai eu, relativement jeune, je trouve quand même. Et avec lui, notre parcours pour réussir à l'avoir a été compliqué. Pendant 1 an, on a essayé et ça ne réussissait pas, tout simplement.
Donc, on a eu rendez-vous chez le gynécologue qui nous a aidés. Miracle, au bout de 3 mois, un petit bébé s'annonce. Malheureusement, je fais une fausse couche. J'étais de 7 semaines. Ça a été extrêmement dur. On ne s'y attend pas. Mais voilà, on me rassure, on me dit que c'est fréquent, qu'il ne faut pas s'en faire pour une prochaine grossesse, que c'est que ça devait se faire. Soit. On passe au-dessus de tout, on recommence. 3 mois plus tard, de nouveau, 2 petites barres qui s'affichent. On se fait « Waouh, super, cette fois-ci c'est la bonne !» Malheureusement, à 11 semaines, rebelote, je revis une fausse couche. Ça a été d'une extrême violence. Je ne m'y attendais mais pas du tout. C'était vraiment horrible. En plus de ça, les 2 fausses couches, on a dû, j'ai dû subir un curetage sous anesthésie générale à la hospitalisation et tout. Donc franchement, c'était difficile, douloureux. Donc difficile à se dire on recommence. Mais voilà, l'envie de bébé était là et on ne se voyait pas sans enfant. Donc on recommence. Là, cette fois-ci, les 2 petites barres apparaissent. Je ne suis pas plus heureuse que ça. J'ai peur. Mais voilà, on va se laisser le temps et on va espérer que la vie tienne cette fois-ci. Le gynécologue me donne des rendez-vous très réguliers, donc toutes les 2 semaines pour une échographie. Il me donne un traitement à base de progestérone pour maintenir la grossesse. Et je compte les semaines, et enfin l'échographie des 12 semaines arrive. Je relâche la pression. Je me dis, bon allez, cette fois-ci c'est la bonne. Et en effet, Lucas est arrivé, cette fois-ci c'était la bonne. Donc voilà, c'était vraiment compliqué, mais on y était arrivé. Enfin, et puis il y a Maël qui est arrivé, et puis s'ensuit tous les bébés. Mais au bout de 3, on avait dit stop. Notre famille était complète. On était bien. On avait une belle famille, 2 garçons, 1 fille. C'était parfait. Sauf que quelques années plus tard, parce qu'il y a une belle différence d'âge entre Léa et Théo, l'envie est revenue. Je me suis dit, bon allez, j'aime pas les chiffres impairs, 3 enfants. On va en faire un petit 4e. Mon mari, il a accepté, hein, il voulait me faire plaisir, on va dire ça. Donc, il y a un petit 4e qui est arrivé, Théo, assez facilement. on a pu galérer autant comme pour le premier. Et tout, voilà, une grossesse qui s'est bien passée, sauf à 30 SA. J'ai eu une hémorragie. Comme ça, je faisais rien de spécial. Je rentrais d'avoir été conduire les enfants à l'école. Et là, dans ma tête, je calcule, je fais « Oh mon Dieu, je suis trop tôt dans la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre mon bébé. » Enfin, j'ai eu un moment vraiment de panique totale. Je me dis, j'ai connu des fausses couches avant les 3 mois. Maintenant, je suis à 30 semaines. Je peux pas le perdre. Et puis, je sentais plus bouger. Je me dis, non, c'est pas possible. J'ai vraiment eu horriblement peur. Donc là, on file aux urgences. Et en fait, j'étais en travail. Mon col a lâché. J'étais en travail. Le gynécologue m'a hospitalisée. J'ai eu droit à 3 traitements différents pour arrêter les contractions et arrêter le travail. J'ai eu droit à la piqûre pour la maturation des poumons. Mais non. Heureusement, ça a fonctionné. Donc le travail s'est arrêté. Je n'ai plus de saignement. Bébé allait très bien, heureusement. J'ai dû être hospitalisée 4 semaines. J'ai fêté Noël et Nouvel An loin de mes grands bouts. Et à 34 semaines, le gynécologue m'a laissé sortir. Il m'a dit, de toute façon, à partir de 34 semaines, on n'arrête plus un travail. Donc si cela recommencerait, on laisserait venir bébé. Je ne voulais pas qu'il vienne à 34 semaines, bien sûr, donc j'avais toujours les médicaments à prendre pour arrêter les contractions et je devais rester au calme un maximum. Et déjà là, on va dire pour la grossesse de Théo, j'ai vraiment potassé le sujet prématuré en me disant mais s'il vient maintenant, qu'est-ce qu'il aurait
Et voilà, j'ai commencé à vraiment voir que c'était vraiment pas drôle, ce parcours. Donc j'espérais que Théo tienne un maximum. Donc à 34 semaines, on sort. Je fais ma vie tranquillement. Je fais attention à tout, mais voilà, je m'occupe quand même de mes plus grands enfants et tout ça. Et c'est l'heure d'un rendez-vous classique de routine chez gynécologue. À 37 semaines, j'étais ouverte à 4 doigts. Donc Théo est arrivé là. Mais 37 semaines, on sort de la prématurité. C'était un petit poids de 2,7 kg, mais tout était parfait, quoi. Enfin, c'était pas prématuré. Il allait très très bien. Et donc après cet épisode-là, je me suis dit non, plus jamais de bébé, je veux plus revivre ça, c'est une angoisse terrible. Et mais quelques années sont passées, je me rendais compte que Théo ne jouait pas beaucoup avec les plus grands parce qu'il y avait un grand écart d'âge. Et il n'aurait jamais cette complicité qu'il y avait entre Lucas et Maël, par exemple, parce que c'était le petit dernier de la fratrie. Et je me suis dit, en fait, ça cloche. C'est pas... Le pauvre, enfin, je sais pas si on peut dire le pauvre, mais je dis, mais il va être tout seul, en fait, le petit dernier. Et là, on a refait encore un bébé. Donc, Thiago était arrivé dans la famille. Et lui, vraiment, une grossesse parfaite. Enfin, comme toutes les autres grossesses, hein, mais lui, vraiment, jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu de peur, je n'ai pas eu de contraction, j'ai pas eu de faux travail, j'ai pas eu de déclenchement de travail trop tôt, rien du tout. Et j'ai tenu jusqu'à 38 semaines et 4 jours. Et là, nous, on était en plein dans les travaux, en fait, parce que on créait 2 nouvelles chambres dans le grenier. Donc, on aménageait tout le grenier de ça. On était vraiment à la fin. On était au mode aménagement. Donc, on faisait des allers-retours chez Ikea. On montait des meubles. On faisait vraiment les dernières choses. J'étais à 38 semaines. J'étais à 4 pattes dans le grenier en train de coller des languettes pour le parquet, le lambris et tout ça. Avec mon gros bidon. Mais j'allais très bien. Bébé allait très bien, tout allait bien. Donc, puis il pouvait arriver de toute façon. Donc voilà, on terminait vraiment les derniers préparatifs des chambres pour les grands. Et je me souviens très bien, j'avais contracté toute la nuit. Et je me suis dit, ah, là, c'est peut-être quand même le travail. Puis, bon, se passait. Et le lendemain, on allait chez Ikea chercher les derniers meubles, vraiment les tout dernières choses qu'on avait besoin. Et là, chez Ikea, on marche beaucoup, hein, et je sentais que ça travaillait bien. Rentrer à la maison, ça travaillait bien et tout ça. Je me dis, oh là là, là, je vais aller prendre un bain pour calmer les contractions. Et si ça se calme pas, on va aller à l'hôpital, on va aller aux urgences. Et au moment où je vais dans la salle de bain et j'allume l'eau du bain, j'ai ma poche des os qui se rompt, littéralement. Et quand je dis rompu, c'est pas une fissure, c'était comme dans les films. Dans ce cas-là, c'était une grosse flaque. Au début, je n'avais jamais connu de rupture de la poche des os. Jamais. Donc au début, je me dis, ah, je me suis fait pipi dessus. Mais dans ma tête, mais je viens de passer aux toilettes avant d'aller dans le bain, donc non, ce n'est pas possible. Donc j'appelle mon mari, je fais, chérie, je me suis fait pipi dessus. Il me regarde, il fait, mais t'es sûr que c'est pas la poche des os? Je dis, mais je ne sais pas, c'est quoi? Enfin, ça ressemble à quoi? Il dit, mais je sais pas, je suis pas une femme, moi, j'ai jamais été enceinte. Et là, quelques secondes après, il n'y avait plus de doute. Ça coulait. On s'est regardé, on se fait, oh non, alors que bon, tout allait bien, hein, donc voilà, donc là, lui, ça a été vraiment un accouchement terrible, parce que pour chacun de mes accouchements, je n'ai pas eu de péridurale. Pour le premier, c'était pas un choix, mais la péridurale n'a pas fonctionné. Et après le deuxième, vu que j'ai eu que des soucis avec la péridurale par après, donc j'ai eu des migraines pendant 3 mois, j'ai eu mal au dos, j'ai appris plus tard en fait qu'ils avaient percé la dure-mère, mais bon, soit, pour le deuxième, je voulais plus de péridurale, je voulais tout faire, et j'ai tenu, et puis pour les autres, ça a été pareil. Donc pour Thiago, pareil, ça a vraiment été un accouchement super physiologique. J'ai fait le travail debout parce que je n'arrivais pas à rester couchée ou sur le ballon ou quoi que ce soit. Et donc j'étais debout à faire tout le travail. Et bon, comme d'habitude, hein, on arrive à la désespérance.
Et là, je disais à mon mari: «Oh, je veux la péridurale, moi, je veux pas tenir». Et lui: «Oui, oui, c'est ça, tu veux la péridurale, c'est ce que tu dis à chaque fois, mais dans 5 minutes, bébé est là». Et là, je crois que heureusement que la sage-femme rentre dans la chambre et pour, m'examiner, parce qu'en fait, il était là. Donc je me suis couchée, elle a même pas eu besoin de m'examiner, parce que Thiago était là. Et en effet, 3 poussées, il était là. Donc j'ai vraiment eu un accouchement magnifique, un bébé, superbe, en pleine forme, avec un beau poids, qui a directement bien pris le sein. C'était, voilà, un charme. Et là, j'ai dit: «C'est bon, notre famille est totalement complète». J'ai eu, 5 grossesses toutes différentes, parce que ça, j'ai toujours dit, les grossesses, elles ont toujours été différentes sur tous les niveaux. Et j'ai surtout eu 5 accouchements, mais totalement différents. Je n'ai jamais connu un accouchement pareil. Et donc là, j'ai dit à mon mari: «J'ai eu 5 merveilleux bébés, 5 grossesses magnifiques, 5 accouchements que franchement, je les ai tous super bien vécus. Je fais: "C'est bon, là franchement, la plus heureuse du monde, c'est tout"». Et voilà, donc la vie passe, les enfants grandissent, on a de plus en plus de moments, de voyage, petits moments vraiment en famille agréables que l'on a, voilà, que c'est plus facile quand on a des enfants qui sont un peu plus autonomes qu'avec un tout petit bébé. Nous-mêmes avançant dans l'âge, voilà, c'était vraiment, parfait sur tous les points. On était bien tous ensemble, on avait eu 2 garçons, une fille et on terminait avec 2 garçons. Et l'entente familiale était au top. Je reprends le travail, moi de mon côté. Et voilà, donc vraiment nickel. Tout est, voilà, tout est parfait. Et puis, ben, en janvier 2022, s'invite, le covid à la maison et moi, retard de règles. Donc, 1re chose qui me vient à l'esprit, c'est, que de toute façon, je ne peux pas être enceinte, ce n'est pas possible. Et et bon, bah, c'est le covid, parce qu'en plus de ça, c'est peut-être un effet secondaire au vaccin que je venais de faire il y avait pas si longtemps que ça. On était le 20 janvier. Donc je me dis: «Bah oui, bah, c'est peut-être un signe, voilà, du vaccin ou du covid, mon retard de règles». À la maison, on a eu 3 positifs. Donc certains n'ont pas eu le covid et d'autres ont eu le covid. Voilà. Pas chercher à comprendre. Et moi je me dis: «Bah, avant de faire un test, déjà rien que le test, antigénique dans le nez, c'est pas terrible, terrible. En plus, un test PCR, pas trop envie du tout. Comme j'ai un retard de règles, on va quand même éliminer la grossesse, parce que si mon retard de règles est lié au covid, bah, voilà, il est lié au covid, mais je préfère faire pipi sur un bâtonnet qui est quand même beaucoup moins agressif qu'un truc dans le nez». Hein, on sait ce que c'est. Donc j'ai dit: «Bon, bah, je vais faire un test de grossesse, hein, au moins comme ça on va savoir quoi, tout simplement, si c'est mon retard de règles est lié au vaccin ou au covid ou». Donc je vais faire un test de grossesse en disant: «De toute façon, il sera négatif». Et là, je fais pipi, j'ai même pas le temps de regarder, 30 secondes après, les 2 lignes apparaissent. Là, mon monde s'écroule. Je me dis: «Mais comment est-ce possible?» Parce que ce n'est pas possible. Je calcule tout et je me dis: «Mon Dieu, c'est sûrement». J'ai sûrement eu une ovulation au 1er janvier. Je ne voyais que cette date-là qui était possible. Je dis: «Purée, un bébé de réveillon». Et donc je calcule et je dis: «Donc si je suis enceinte là, elle devrait arriver le 25 septembre, plus ou moins». Et je me dis: «Mais mon Dieu». Et je dois l'annoncer à mon mari. Donc déjà, moi, dans ma tête, il y avait tout qui tournait. Je fais: «Oh purée, je dois l'annoncer à mon mari». Et on n'était plus du tout ouvert en fait sur une nouvelle grossesse, sur un nouveau bébé en fait. C'était, on prospectait pour des vacances cet été, on voulait partir en avion avec les enfants. Là, je serais en fin de grossesse. Donc c'est tout, en fait, tous nos projets tombaient à l'eau avec cette grossesse. Et donc on l'a vraiment, voilà, c'était assez dur à encaisser. Donc je sors des toilettes avec le test de grossesse, je le montre à mon mari, et il s'effondre. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'effondre totalement, on se regarde et on se fait: «C'est pas possible». Et si, c'est possible.
Bon, après, voilà, il faut confirmer par prise de sang, échographie, tout ça, mais on était vraiment choqués. Et une fraction de seconde, je me suis quand même posé la question de l'avortement. Moi qui n'étais vraiment pas... voilà, pour moi, c'était juste impossible à vivre moi-même. Je me suis dit, je suis en reconstruction professionnelle, j'ai trouvé un travail qui me plaît. Mon mari, il a un travail qui lui plaît. Enfin voilà, et on se dit, c'est pas le moment en fait. Mais très vite, je pouvais pas. C'était juste, si ce bébé était là, c'est qu'il devait être là. Et au final, voilà, on devait l'accueillir correctement. Donc, j'ai vraiment eu, voilà, beaucoup de questions par rapport à ça. Et je me suis dit, non, je ne peux pas. Je ne suis pas assez forte pour passer par cette case-là. Je ne sais pas possible pour moi. Donc voilà, les premiers rendez-vous chez le gynécologue pour confirmer la grossesse et que voilà, tout allait bien. J'ai toujours voilà, j'ai eu des saignements comme tous mes débuts de grossesse. Donc comme tous mes débuts de grossesse, le gynécologue me prescrit de la progestérone. Ça permet quand même d'éviter les fausses couches. Et donc je voulais plus perdre ce bébé de toute façon, à partir du moment où je l'ai vu à l'écran et le petit cœur qui battait et tout ça, je ne voulais... Voilà, c'était mon bébé. Et j'étais tellement heureuse après que... Voilà, c'était vraiment... La page se tourne. Cette question est restée dans ma tête quelques jours. Et puis non, voilà. Donc là, bah, on rempile pour une nouvelle grossesse. J'ai été très malade. Vraiment, durant 5 mois, j'ai eu des nausées du matin au soir, même la nuit. C'était vraiment difficile, mais j'avais l'habitude. Au final, c'était une 6e grossesse, donc on vit avec, hein, on s'y habitue, mais ça a été vraiment difficile. J'ai perdu du poids au début. Et voilà, donc... mais j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans la grossesse. En fait, comme je travaillais quand même pas mal, et c'était un travail assez physique, je travaillais pour un CPAS, donc c'est une organisation qui s'occupe des personnes qui ont des difficultés financières ou voilà, différentes. Et donc je travaillais pour un CPAS, et ce CPAS, je faisais aussi les aides aux familles. C'est ça mon rôle, donc j'aidais les familles dans leur quotidien, que ce soit au niveau des courses, au niveau administratif, au niveau petit ménage, tout ça. Et je faisais aussi livraison des repas. Donc en fait, mes journées étaient vraiment bien remplies et j'avais pas la tête à me poser en fait à cette grossesse ou quoi que ce soit. Pourtant, le bébé a très vite bougé. J'ai rapidement, à 3 mois de grossesse, je sentais déjà des petits papillons dans le ventre quand j'étais le soir couchée, vraiment tranquille. Mais voilà, comme toute la journée, j'étais vraiment dans le speed du travail, en fait, et que, voilà, c'est pas une grossesse qui a été attendue, mais vraiment qui est venue par surprise. J'ai eu du mal à me mettre dans cette grossesse, en fait, vraiment de profiter. Et puis alors, en plus de ça, ben, dans ma tête, c'était un garçon, de toute façon, hein, vu que j'avais déjà 4 garçons, on n'allait pas avoir la chance d'avoir encore une fille, hein, de toute façon. Donc, voilà. Pour moi, c'était un garçon, et j'étais persuadée que c'était un garçon, donc on va récupérer les affaires de tous les plus grands, hein. J'avais encore gardé quelques trucs et tout, enfin bon, soit, j'avais donné à ma nièce qui me repasserait, enfin, voilà, c'était, voilà, on avait déjà tout, basta. Et puis, ben, l'annonce du sexe, en Belgique, on fait une prise de sang, donc pour savoir les trisomies 18, 21, etc. Et en même temps, on peut savoir le sexe de l'enfant, c'est pas obligatoire, mais ça peut être demandé aussi. Et donc c'est ma nièce qui a entrepris de découvrir avant nous le sexe de l'enfant et de nous le faire découvrir en fait. Donc elle a préparé toutes les petites activités et tout ça pour qu'on puisse, voilà, une gender reveal, savoir exactement le sexe. Et là, quand on a vu du rose, oh, non mais c'est une blague. Je me suis dit, elle savait que dans mon inconscient, c'était un garçon, donc elle m'a fait une blague. Et non, non, c'était bien une fille. Donc là,
On se dit, waouh, voilà, on aura encore une petite fille, parce que voilà, quand même, on a eu 4 garçons, une fille, donc là, ça fera 4 garçons, 2 filles. Je dis, waouh, c'est génial, une petite fille. Donc là, déjà, pour les garçons, on galérait au niveau prénom. On n'avait vraiment aucune idée de prénom. Là, les filles, on va vraiment pouvoir faire une liste, chercher quel prénom on veut, parce que voilà, le choix, allez, pour chaque grossesse, on avait toujours sélectionné un peu prénom fille, prénom garçon, et à chaque fois, c'était un prénom garçon, donc à chaque fois, on se disait, c'était compliqué à la fin de trouver des prénoms, parce qu'on veut toujours que des prénoms qui soient cohérents dans la famille, qui veulent dire quelque chose, et voilà, donc là, pour une fille, voilà, c'était vraiment l'éclate, et puis même au niveau, on va devoir acheter tout plein de vêtements, même si, bon, elle peut récupérer des choses de ses frères, mais on voulait se faire plaisir aussi, donc là, je me suis mise une claque, je crois, et j'ai fait, waouh, je vais avoir une petite fille. Alors, je me revoyais en fin de grossesse, avoir de nouveau toutes ces sensations de fin de grossesse, où oui, c'est parfois difficile, mais mon Dieu, que c'est merveilleux aussi. Puis alors, il n'y avait qu'une chose que je ne me voyais pas, et que j'ai dit à mon mari directement quand j'ai eu le test de grossesse. Je lui ai dit, je ne me vois pas accoucher. Directement au test de grossesse, je lui ai dit, je n'arrive pas à me mettre dans la tête que je vais accoucher. Et toute ma grossesse, je sais pas, quand on est enceinte, on visualise un petit peu ce qu'on désire pour l'accouchement. Moi, j'ai eu 5 accouchements différents, donc... et j'ai toujours dit à mon mari, heureusement, dans les 5 accouchements, j'ai jamais eu de césarienne, parce que ça, franchement, c'était ma hantise, la césarienne. Et je dis, de mes 5 accouchements, j'ai eu sans péridurale, ce que je voulais, physiologique, pas de césarienne, pas d'épisiotomie, enfin... Donc, et là, pour cette 6e grossesse, je l'ai toujours dit, et même à tout le monde de ma famille, je me voyais pas accoucher. Je me voyais pas avec mon gros ventre. J'espérais avoir, avoir toutes les sensations et tout ça, mais je me voyais pas. Je ne me visualisais pas, je n'arrivais pas à me projeter dans un accouchement. Alors que pour les autres, oui, je me faisais un peu des cinémas, du cinéma, en me disant... ouais, je vais arriver comme ça à l'hôpital, on va faire le ballon, on va faire le bain, et puis au moment de pousser, ça... Enfin, je me faisais tout un scénario, en fait. Et là, j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi, j'avais un... Et pourtant, la grossesse, j'avais intégré et tout, et j'étais heureuse d'être enceinte, et l'accouchement, je n'arrivais pas à réaliser. Non, ça bloquait. Enfin bon, voilà, donc... la grossesse avance, et au mois d'avril, je termine mon contrat de travail, parce que de toute façon, je ne pouvais plus travailler. Ça devenait compliqué. J'étais fatiguée quand même. Au niveau même des bénéficiaires, ça travaille quand même assez difficile, que ce soit physiquement ou moralement, parce que on a quand même des personnes qui sont... Voilà, c'est difficile avec ces personnes-là. Donc, mon contrat se terminait. Ils m'en proposaient un nouveau, mais j'ai dû décliner l'offre. Et donc là, à ce moment-là, donc au mois d'avril, c'était fin avril, elle devait arriver fin septembre. Fin avril, j'étais vraiment connectée à ma grossesse, quoi. Je n'avais plus qu'à elle à penser, en fait, plus qu'à ma petite fille à penser. Et donc là, j'ai vraiment commencé à tout préparer. J'avais tout ce que je trouvais, en fait, en vente privée, en déstockage de magasins. Hop, j'allais. Et chaque fois, je trouvais des pièces pour elle, en fait. C'est comme ça que j'ai acheté son relax, que j'ai acheté sa poussette, son maxi-cosy. Et voilà, donc à partir de là, j'ai voulu tout préparer assez vite, en fait. Je sais pas pourquoi non plus. J'avais ce besoin de me dire quand même, de toute façon, je vais vivre une fin de grossesse en plein été. Je vais sûrement souffrir parce que en plein été, canicule et compagnie, ça va être hyper compliqué. Donc, fallait préparer ça au maximum, le plus rapidement que je sois encore bien physiquement. Donc je préparais tout. On a préparé sa petite chambre, on a un peu... parce qu'elle va dormir avec sa sœur, donc on a remanié sa petite chambre, on a repeint, on a tapissé, on a vraiment tout préparé, même ses affaires. J'ai directement très vite tout lavé et tout mis dans les armoires. Et ça me laissait du temps vraiment pour être en tête-à-tête avec mon bébé. Donc voilà, c'était vraiment un moment un peu lent,
et ça faisait du bien. J'étais bien. Et là aussi, on décide de partir en vacances, parce qu'on avait dit, on avait promis aux enfants de partir en vacances, mais la seule condition que j'avais mis à mon mari, parce que inconsciemment, bah, on compte les semaines, et donc on compte des semaines pour sortir des rides de fausse couche, puis on compte des semaines de la prématurité, quand on sort, que l'enfant, le bébé serait viable et sauvable. Et moi, j'avais ce compte à rebours toujours dans ma tête. Je suis de 16 semaines, 18, 20, 22, 24. Ah, 24, là maintenant, si elle sortirait, il y aurait quand même une réanimation et on essayerait. Enfin, voilà, inconsciemment, j'égrenais toutes les semaines. Je sais pas pourquoi non plus, comme l'accouchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'égrenais vraiment les semaines. Et j'avais dit à mon mari, la seule condition, c'est que maximum 28 semaines, je ne me sens pas de partir plus tard. Donc 28 semaines, c'était vraiment début juillet. Donc c'était tip top avec les vacances des enfants. Et je lui disais, je veux pas mi-juillet, je veux pas... Non, je veux le maximum à 28 semaines. Donc début juillet, c'est le max qu'on parte. Donc on a été en agence, on a trouvé un voyage en avion aussi, parce que je ne voulais pas prendre la voiture, trop peur des heures de route et tout ça. Donc on a pris l'avion, on est parti en Turquie. On est parti le 4 juillet en Turquie. On est revenu le 11 juillet. Vraiment des vacances qui ont fait du bien. On s'est vraiment retrouvés en famille. Moi, je me suis quand même reposée, même si c'est sportif, hein, des vacances avec les enfants. Mais je me suis quand même reposée. Ça a fait du bien d'être un peu déconnectée. Et puis, il faisait vraiment très, très chaud en Belgique. Et là, j'avais les piscines. Qui, voilà, dès qu'on avait trop chaud, enfin on était tout le temps dans l'eau en fait, avec les enfants on est tout le temps dans l'eau, ou alors transat au bord de la piscine, sous le parasol bien sûr, et donc ça avait vraiment fait du bien à tout le monde, et donc là on rentre le 11 juillet, tout se passe très bien. Moi ma grossesse elle se passe super bien, parce qu'avant de partir en vacances, j'avais mon rendez-vous, c'était le 2 juillet, j'avais rendez-vous chez le gynécologue, ou le 28 juin. Le 28 juin, j'avais rendez-vous chez le gynécologue. Et donc, je lui ai posé la question si ce n'était pas risqué pour moi. Il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a aucun risque. Il m'a fait mon certificat pour partir. J'avais pas de contraction. Mon col n'était pas ouvert. J'avais pas trop de tension. Voilà. Vraiment, j'avais tous les feux étaient au vert. Je pouvais faire ma vie comme je le souhaitais. Donc, on est parti en vacances. Parfait. On est rentré. Parfait. Ce week-end-là, le 16 juillet, c'était l'anniversaire de mon petit-neveu. Donc là, on passe la journée en famille, tout ça, c'était vraiment chouette. Mais il faisait vraiment très chaud. C'était insupportable. En plus de ça, avec la grossesse, c'était vraiment insupportable. Mais et voilà, on essaye, on branche les ventilateurs à fond. On va dans le jacuzzi avec l'eau qui est vraiment au plus bas, juste pour dire de se rafraîchir. Voilà, on essaye de faire passer ça, parce que je dis, oh là là, j'en ai pour 2 mois enceinte à subir cet été. En plus de ça, j'ai accouché fin septembre, et parfois au mois de septembre, il fait encore chaud. Là, c'était difficile, mais bon. On assume, hein, faut bien, on se donne des techniques pour avoir moins chaud, mais voilà. Et c'est le dimanche, donc le dimanche 17 juillet. La journée se passe très bien, au calme, parce que je voulais quand même, après une journée d'anniversaire, je voulais rester au calme. Donc j'ai vraiment passé ma journée dans le salon, dans le fauteuil. On n'a vraiment rien fait. Les enfants ont été joués un peu dehors, mais même eux, ils avaient trop chaud et tout ça, donc compliqué pour eux. Le soir, on monte au lit. Je n'avais aucune contraction, je n'avais rien. Bébé bougeait super bien. Et je me couche, et vers minuit, c'est l'inondation dans mon lit. Je comprends pas. Je me lève très vite et ça coule, ça coule, ça coule. Et je me rappelle la rupture de Thiago en fait. Et là je calcule et je fais mais je suis que de 30 semaines. Et donc là je suis en train de réfléchir et de me dire mais si elle vient au monde maintenant, mais c'est une grande prématurée, mais elle peut pas venir au monde maintenant, mais j'ai perdu les os, comment est-ce qu'on peut faire autrement que d'accoucher?
Merci à Aurélie pour ce partage et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir la suite de son histoire et de son accouchement un peu particulier pour sa dernière grossesse. Et surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tu me retrouveras sur Instagram ou TikTok sous le nom des Petits Papillons.